des hommes qui appellent le plus ces deux sentiments rares, à la fois le respect et l'affection, avec ce que dans le mot d'affection il y a de relations secrètes et personnelles. On aime Jaurès. Jaurès était fondamentalement une nature unitaire. Il voulait l'unité partout, il la voyait dans la nature, entre la nature et l'esprit, il la voyait entre les hommes. C'est un homme qui se bat pour que l'humanité soit plus humaine. Jean Jaurès a été un moment de la conscience humaine. Dans les âpres combats qu'il a connus, politiques, le monde en bouleversement, les combats sociaux, une hauteur de vue en même temps, une capacité à s'élever au-dessus de l'immédiat. Le sens de ce qu'a pensé Jaurès, de ce qu'il a interrogé, est encore devant nous. Et les effets de cette redécouverte vont, à mon avis, beaucoup compter dans les décennies qui viennent. Sur une multitude de questions, on débat aujourd'hui. La guerre, la paix, la laïcité, la question de la propriété, les moyens du changement. Agis en ton lieu, pense avec le monde. Il me semble que toute sa vie, c'est ce qu'il a essayé de faire. Le vrai héritage de Jaurès, c'est nous qui l'avons aujourd'hui en main. 100 ans après la mort de Jean Jaurès, personne ne paraît plus hésiter aujourd'hui à saluer sa mémoire et à le prendre en référence. À gauche, bien sûr, puisqu'il en fut un acteur sans pareil, mais à droite aussi. Jaurès disait « La nation, c'est le seul bien des pauvres. La gauche a abandonné la nation. » L'extrême droite même s'en est emparée, sans vergogne. Cet homme de combat et de conviction est désormais au cœur d'une sorte d'unanimisme étrange. S'y ajoute la multitude des avenues, des rues, des collèges qui portent son nom, les statues, les timbres-postes. Et tout cela risque d'attiédir un homme de feu, de le figer en saint de vitrail de notre République. Mais qu'en savent donc nos contemporains, qui répètent de la sorte indéfiniment son nom? Et que peut-il avoir encore à nous dire? Son meurtre, le 31 juillet 1914 à Paris, à l'orée même de la Grande Guerre, fut si dramatique qu'il a contribué à simplifier la complexité de Jean Jaurès, parce que l'émotion submergeait la réflexion. Pierre Renaudet, l'un de ses proches, était à ses côtés ce jour-là. Il raconte. 31 juillet 1914. Jaurès est arrivé tard à l'humanité. Il est 20 heures. Allons dîner au plus près au croissant, dit-il, nous y serons davantage entre nous. Il y a là avec lui Amédée Dunois, Ernest et Marguerite Poisson, Georges Veil, Daniel Renoux, tous ses amis de parti, ses collaborateurs, enfin Philippe Landrieux et Pierre Renaudet. Entre deux, Jean Jaurès est assis. Le funeste hasard l'a placé le dos devant une fenêtre de la rue Montmartre. Il fait chaud, la fenêtre est ouverte. Un brise-bise sépare seul Jaurès de la curiosité ou de la malfaisance de la rue. Au long de cette journée du 31 juillet, Jaurès a jeté toutes les forces de sa conviction, de sa parole, de son influence à la Chambre des députés et au ministère des Affaires étrangères pour contribuer à entraver, du côté français, la guerre qui vient. En fin d'après-midi, à son journal, L'Humanité, il a commencé de rédiger un article qu'il veut un appel ultime à la sagesse des gouvernements et des peuples. Jaurès, préoccupé, laisse pourtant cours à sa bonne humeur. Le voici qui s'intéresse au cliché d'une photographie en couleur. Il est déjà 21h40. Tout à coup,
2 claquements. Je regarde Jaurès dont la tête est là, inerte sur mes genoux. La mort est là. Dès 22 heures, la nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre et la foule se presse devant le lieu du drame. Dans la nuit, on moule le visage du défunt pour en faire un masque mortuaire. Le café du Croissant devient aussitôt un lieu de pèlerinage. On y cherche la dernière trace de Jaurès. Pour ceux qui l'ont connu, le souvenir en reste puissant. Il était très gentil avec tout le monde, avec moi. Il était aimable avec tout le monde. Et c'était pas un homme comme tout le monde. C'était une science. Une science dont on n'en voit pas beaucoup comme lui. C'est dans une petite ville du sud-ouest, Carmaux, dans le Tarn, que le deuil est le plus profond. Car c'est là que s'est ancré au cœur du monde ouvrier l'élan de la formidable énergie politique de Jean Jaurès. Aujourd'hui encore, on peut y voir les vestiges de ce qui fut, à la fin du XIXe siècle, un bassin minier important. 3000 ouvriers y travaillent, dans des conditions très rudes, à l'extraction du charbon. Leur mode de vie est marqué par la violence impitoyable de la révolution industrielle. La protection sociale est dérisoire, le patronat est brutal, parfois cynique. En août 1892, les ouvriers de la mine se mettent en grève. À l'origine du mouvement, le licenciement de Jean-Baptiste Calvignac, maire de Carmaux et mineur, au motif que ses activités politiques porteraient atteinte à son efficacité de travailleur. Le gouvernement envoie la troupe pour rétablir l'ordre et transforme du coup l'événement en enjeu national. Jean Jaurès, universitaire, professeur de philosophie à la faculté de Toulouse, ancien député de centre-gauche, se jette dans la bataille aux côtés des grévistes. Il affiche sa solidarité avec les protestataires et il l'exprime chaleureusement jour après jour. Le gouvernement finit par imposer la réintégration de Calvignac dans l'entreprise. Le patron des mines, qui est député, démissionne par dépit. Les mineurs sollicitent la candidature de Jean Jaurès, qui est élu cette fois sous l'étiquette socialiste en janvier 1893. Socialiste il l'est, avec le sceau du monde ouvrier, définitivement. Est-ce que vous pensez que ces grèves peuvent encore nous dire, aujourd'hui, aux acteurs des conflits sociaux, leur apprendre quelque chose, au fond? Jaurès, pour moi, reste un repère dans les conflits présents même. Alors en quoi? Le refus de la violence, ça c'est clair. Il faut trouver des solutions. Et trouver des solutions, c'est pas tout d'un seul coup, tout de suite. Mais penser que la grève générale va résoudre les problèmes, lui semble se tromper de méthode. On ne peut pas changer un pays tout simplement parce qu'il y a beaucoup de grévistes. C'est là ce qui l'oppose à Jules Guesde, l'autre leader majeur du Parti socialiste, qui pense qu'il va pouvoir renverser la table et que d'ailleurs le réformisme est dangereux puisqu'il risque de diminuer l'énergie du milieu ouvrier pour faire la révolution. Jaurès essaye plutôt de faire comprendre qu'il vaudrait mieux évoluer vers des méthodes qui puissent aboutir réellement à une révolution, à des changements profonds, au socialisme qu'il voulait, socialisme humaniste. Ce n'est pas les syndicats tout seuls qui vont pouvoir régler l'ensemble des problèmes auxquels ils sont affrontés. C'est une république sociale qui va faire se rejoindre, converger l'action collective et les responsables élus pour cela, les parlementaires. Et donc, pour lui, il est sûr que quand il allait de Carmaux au Parlement pour exprimer son indignation, il a été jusqu'à mettre à mal le gouvernement. C'est-à-dire qu'à l'époque, les conditions sociales étaient tellement difficiles que cette liaison directe, action sociale, action parlementaire, était une grande nouveauté. En 1895, le député Jaurès intervient encore sur les terres de Carmaux, cette fois pour appuyer les ouvriers de la verrerie.
Les verriers se sont mis en grève à la suite du licenciement de leur délégué syndical. Le patron, irréductible à toute concession, répond à la grève en fermant le site et en jetant au chômage les 1200 ouvriers. L'ardeur de Jaurès va permettre de trouver une solution inattendue. L'idée est venue de faire une verrerie ouvrière. Alors ça, c'est passionnant parce que ça veut dire que c'est une initiative venue d'en bas, une coopérative possible, une autre forme de travail. Dès qu'il est apparu, il l'a soutenu. Il dit, voici une issue. Je ne parle pas d'une issue pour la France entière, mais voici une issue possible ici. Essayons. Qui correspond. Et donc, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il va à Paris et il voit ses amis bourgeois, progressistes, bourgeois éclairés, et il rassemble des sommes d'argent importantes. Hein. Il était tout heureux un jour, il avait une femme à Paris, donc probablement une bourgeoise très éclairée. Une vieille dame. 100 000 francs. Ce n'est point par la pesante monotonie d'une bureaucratie centrale que sera remplacé le capitalisme, mais par des organes sans nombre, communes, coopératives, syndicats, qui donneront à la propriété sociale le mouvement le plus souple et le plus libre. La verrerie ouvrière est construite à Albi. Elle est inaugurée par Jean Jaurès en 1896. Elle fonctionnera sous cette forme coopérative pendant près d'un siècle. À la veille de sa mort en 1914, Jaurès dit aux ouvriers de Carmaux qui avaient entouré son ralliement au socialisme « Je ne demande qu'une chose, c'est de rester digne de vous. » C'est cette dimension-là qui manque. Mettre ses capacités à hauteur de la vérité. Qui aujourd'hui s'occupe réellement de l'avenir de la moitié de la population qui vote peu, qui se mobilise peu, qui est marginalisée de fait, que ce soit par le chômage, que ce soit même par le lieu d'habitation. À mon avis, Jaurès, là, pour moi, c'est un repère. C'est un exemple en même temps de ce que des femmes et des hommes peuvent faire pour changer un peu l'atmosphère et rééclairer un peu l'avenir. Le lendemain du meurtre de Jaurès, le samedi 1er août 1914, toute la presse se fait l'écho du drame. Le monde des prolétaires est en deuil. Un bref moment, le gouvernement redoute que ces funérailles provoquent des manifestations pacifistes. Partout à Paris, il fait placarder des affiches qui appellent au calme en dépit du chagrin collectif. Cette inquiétude n'est pas fondée. La certitude d'un embrasement désormais inévitable domine tous les esprits. Sur les mêmes murs, la mobilisation générale est annoncée. Lorsque les obsèques officielles de Jaurès sont célébrées le 4 août au matin, parmi un grand concours de foule et en présence des autorités de la République, les jeux sont faits. Et les dirigeants ouvriers et socialistes qui viennent apporter à Jaurès l'hommage de leur douleur et de leur fidélité annoncent d'un même mouvement qu'ils ne se déroberont pas au devoir patriotique de la mobilisation. Et tandis que les troupes montent au front, son corps est transporté en sens inverse à Albi pour y être enseveli dans sa terre natale. Ce Tarn qu'il a vu naître à Castres en 1859, là où il pose chez le photographe avec son frère cadet, selon le rituel de la bourgeoisie provinciale du temps. Au début de la Troisième République, ce n'était qu'une petite couche de la population qui avait accès aux études secondaires et encore moins aux études supérieures. Il y a eu des exceptions, c'est ce qu'on appelait la méritocratie scolaire, dont Jaurès a profité. Après le primaire, il devient élève au collège de Castres, une petite ville du Tarn, où il va faire des études secondaires si brillantes. Il rafle tous les prix, il est bon dans toutes les disciplines. Et voilà qu'un jour, il y a un petit monsieur qui arrive dans la classe,
c'est l'inspecteur général. Et l'inspecteur général est si émerveillé par ce garçon que le maître a fait parler, qu'il va lui faire obtenir une bourse afin de préparer l'école normale supérieure à Paris. Et il est reçu du premier coup à l'école normale supérieure, en même temps que Henri Bergson du reste. Moi, ce qui me frappe, c'est le côté, je dirais presque poétique de l'ascension de Jaurès. Vous imaginez, bon, la ville de Castres, dans le Tarn. Comment aurait-il pu échapper, je dirais, à une destinée modeste comme celle de ses parents? Eh bien, voilà, il y avait quand même cet instrument extraordinaire, cette instruction publique avec ces inspecteurs qui, de temps en temps, arrivaient à faire décoller un élève, à l'arracher de sa situation, je ne dis pas médiocre, mais modeste, et de pouvoir en faire un des plus grands hommes de la République. Mais alors qu'il semble promis à une paisible carrière de professeur, Jaurès bifurque vers la politique. À 26 ans, il obtient son premier mandat à Castres et il devient le plus jeune député de France. Jaurès est philosophe, docteur ès lettres, mais aussi historien. Son formidable labeur n'a pas reculé devant le projet d'une vaste histoire socialiste de la Révolution. Cette grande révolution qui est la matrice à ses yeux de toutes les générosités du siècle écoulé. Une histoire qui est aussi une action. Jaurès a écrit son histoire socialiste de la Révolution française de 1789 à 1794, et il l'a fait véritablement en historien. Cela dit, son histoire ne ressemble pas aux histoires de l'université. D'abord, il y a l'adjectif socialiste. Pourquoi socialiste? Ce qui nous choque, n'est-ce pas, nous historiens, puisque, après tout, une histoire ne doit être ni socialiste, ni républicaine, ni monarchiste, elle doit être de l'histoire, point final. C'est que, pour lui, l'histoire doit être enseignée de manière pédagogique et militante aux ouvriers. C'est ce qu'il vise avant tout. Il invite ses lecteurs ouvriers, prolétaires, à saisir ce qu'il pouvait y avoir avant la révolution socialiste de grandeur dans la révolution bourgeoise, ce qu'elle avait d'universel. Par exemple, les droits de l'homme et du citoyen. Ce que disent les marxistes, ce sont des droits formels. Un masque qui rejette, n'est-ce pas, dans l'ombre, les vraies motivations, les intérêts, la défense des intérêts de la bourgeoisie. Tout est économique, tout est social. Voilà. Ce n'est pas du tout l'avis de Jaurès. Il se démarque de Marx en affirmant qu'il y a un moment où l'universel qui sera, dans la société future, ou dès à présent représenté, porté par le prolétariat, pouvait l'être en 1789 par la bourgeoisie, et qu'il ne faut pas lire la Déclaration des droits de l'homme comme un leurre qui cache les intérêts d'une classe sociale, mais bel et bien comme une déclaration humaniste universelle. Entre 1894 et 1906, la société française est bouleversée par l'affaire Dreyfus, et Jean Jaurès y joue un rôle décisif. À l'origine de l'affaire, la condamnation du capitaine Alfred Dreyfus par un conseil de guerre pour espionnage et sa déportation en Guyane. Jaurès s'est étonné, comme d'autres, au début, à gauche, que le traître ait échappé à la peine capitale. Il est allé jusqu'à s'écrier « On a surpris un prodigieux développement de la puissance juive pour sauver l'un des siens. » Mais 4 ans plus tard, l'article retentissant d'Émile Zola, publié dans l'Aurore, change la donne. L'innocence de Dreyfus ne fait plus de doute pour les esprits lucides qui examinent sereinement le dossier, comme le fait Jean Jaurès. Visiblement, l'armée protège par des documents faux
son aveuglement et ses passions antisémites. Jaurès se porte au premier rang du combat pour que l'erreur judiciaire soit réparée. Ce qui, à mon sens, caractérise Jaurès, là, c'est le refus de l'injustice. Il ne supporte pas l'injustice. Ça le brûle. Alors, on le retrouve du côté des paysans russes, des ouvriers allemands, et bien sûr de prolétariat français. C'est parce qu'à leur égard, l'injustice est impitoyable, l'injustice sociale. L'injustice qui frappe Dreyfus, elle frappe un bourgeois. C'est une injustice faite à la bourgeoisie, à un des siens, parce que l'antisémitisme est là, à l'œuvre. Dans une France où les deux camps, dreyfusards et anti-dreyfusards, s'affrontent avec violence, brisant des solidarités familiales et politiques qui paraissaient indestructibles, Jaurès reçoit bien des coups, mais sa conviction est inflexible. En pleine affaire Dreyfus, en effet, il y a un débat entre lui et Jules Guesde. Est-ce que le prolétariat doit s'occuper de l'affaire Dreyfus? Guesde dit non, il faut laisser les bourgeois se débrouiller entre eux, ce n'est pas l'affaire des ouvriers de s'occuper de la défense du capitaine Dreyfus. Ils ont autre chose à faire. Et ce n'est pas l'avis de Jaurès. Jaurès pense que Dreyfus n'est pas du tout un représentant de la bourgeoisie. Il représente l'humanité souffrante Oui, c'est une victime. Et en tant que victime, il représente l'humanité souffrante, effectivement, et victime de l'injustice. Et par conséquent, en Dreyfus, on défend aussi le prolétariat. Il publie une série d'articles dans lesquels il démontre les illégalités commises depuis 1894 dans l'instruction contre Alfred Dreyfus et dans le déroulement du procès devant un tribunal militaire. L'ouvrage rassemblant ces articles est publié en octobre 1898. C'est une démonstration irréfutable de l'innocence du condamné. Nous pouvons, sans contredire nos principes et sans manquer à la lutte des classes, écouter le cri de notre pitié. Nous pouvons, dans le combat révolutionnaire, garder des entrailles humaines. Nous ne sommes pas tenus, pour rester dans le socialisme, de nous enfuir hors de l'humanité. Ce qu'il dit à propos de l'affaire Dreyfus, c'est exactement l'article 1 de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, que Jaurès ne pouvait pas connaître. Tout être humain a droit au respect de son égale dignité. Et donc le refus de la raison d'État, ça nous conduit exactement à la Guyane ressemble à Guantanamo. Et on peut effectivement citer Guantanamo ou citer aussi l'usage de la torture qui a été réinstauré à l'occasion de la guerre contre l'Irak par les États-Unis, comme des exemples de refus d'appliquer les droits fondamentaux, alors que ce droit à l'égale dignité, alors le mot n'existait pas du temps de Jaurès, mais juridiquement, il est devenu un droit indérogeable. Ce qui veut dire qu'un État ne peut pas le bafouer, même en cas de guerre, même en cas de terrorisme menaçant la sûreté et la survie de la nation. Le seul problème, c'est que ces beaux principes, il faut encore arriver à les appliquer. Plus la réputation de Jaurès grandit, plus les haines contre lui s'exaspèrent. Pas seulement à droite, mais même dans son camp, où les jalousies viennent renforcer les sectarismes. Comme en témoigne la méchante querelle qui lui est faite à propos d'une affaire privée. Le 7 juillet 1901, à Bessoulet, sur la commune de Villefranche-d'Albigeois, où Jaurès a sa maison, sa fille, Madeleine, fait sa communion solennelle. Le comité général du Parti socialiste est saisi d'une motion de certains délégués qui demandent des explications aux citoyens Jaurès et au cas où elles ne seraient pas satisfaisantes, de le relever de toute délégation pouvant engager le Parti socialiste. Jaurès se défend. Dans la Petite République, il écrit « J'ai dit que ma femme était chrétienne et pratiquante. J'ai pensé que je n'avais pas le droit d'interdire à nos enfants de participer au culte sous la direction de leur mère. Mais j'ai pensé aussi que mon devoir était, en les faisant élever dans des établissements laïques, d'assurer la liberté de leur esprit. À ce devoir, je n'ai jamais manqué. »
Si l'attaque est si vive, c'est que le contexte s'y prête. Le grand débat sur les relations de la République avec l'Église catholique est engagé. Depuis que Jules Ferry a proclamé l'instruction gratuite, laïque et obligatoire au début des années 1880, les républicains tentent de limiter le rôle de l'Église dans l'éducation. En ce début de siècle, le gouvernement du Bloc des gauches interdit d'enseigner aux congrégations qui dispensent aux enfants la foi catholique et parfois la détestation de la République. L'enjeu de ces affrontements, c'est la laïcité. Et cette idée, elle vient d'assez loin. Alors, si vous me permettez une seconde, mais c'est important pour comprendre notre modernité. Dans le fond, les révolutions échouent. La première, et puis on revient à la contre-révolution, à l'Empire, et donc on en fait une deuxième, 1848. Échec, retour du petit Napoléon. Ceux qui ont vécu cet échec se disent « mais pourquoi nous n'arrivons pas à faire la révolution en France ?» Il y a d'autres pays qui ont réussi. Bon, les États-Unis, l'Angleterre, etc. Que se passe-t-il? Et là, ils font une analyse, et en particulier Edgar Quinet, dans son grand livre « La Révolution », qui va marquer toute une génération, Jules Ferry et bien entendu Jaurès, se dit parce qu'on a commis une erreur. On a cru que la révolution, elle était soit matérielle, dans les intérêts, je vais remplacer la noblesse par la bourgeoisie, soit purement politique, c'est le cas là. En fait, une révolution, elle doit avoir lieu dans les consciences, dans les esprits. Si on veut changer une société, il faut changer l'ordre des valeurs, l'ordre des représentations, parce que l'être humain est commandé par son esprit. C'est pour ça qu'ils vont faire de l'école la priorité de l'établissement de la Troisième République et que ça va marcher. Parce qu'ils se disent, qu'est-ce qui s'est passé? On a voulu la révolution matérielle et puis on a laissé à l'Église, toujours alliée avec la contre-révolution, le monopole des esprits. Et on n'a pas pensé qu'il fallait, à côté, se forger une idéologie républicaine et la faire partager au plus grand nombre. C'est pour ça que l'école va être conçue d'ailleurs, comme devant transmettre ses valeurs. Jaurès a écrit un grand texte qui a été publié après sur la question religieuse et le socialisme. Il reprend toute cette analyse et il dit la révolution, elle doit avoir lieu dans les esprits et elle doit commencer par l'instruction publique. Si nous voulons la justice, eh bien, il faut d'abord éduquer le peuple à aimer sa propre liberté et à être capable de la construire. Il est dans ce mouvement-là, qui est un mouvement profondément, dans le fond, spiritualiste, et pas du tout le mouvement marxiste, qui lui disait nous allons changer l'organisation des forces productives, et ça va entraîner le changement dans les consciences. Il dit l'inverse, il dit qu'il faut d'abord s'attaquer à l'éducation des consciences pour un jour pouvoir faire le changement dans l'organisation économique. En 1905, la loi de séparation des églises et de l'État, portée par l'habileté d'Aristide Briand, est adoptée par le Parlement dans un climat de grande tension. Réélu député en 1902, Jaurès peut déployer son éloquence et sa force de persuasion au service de cette grande cause. La seule façon de permettre à l'un d'être juif, à l'autre d'être protestant, au troisième d'être musulman, au quatrième d'être catholique, c'est précisément la laïcité, parce qu'elle va faire coexister toutes ces libertés entre elles de façon pacifique. Ça n'avait pas été le cas précédemment. La laïcité, c'est d'abord une attitude intellectuelle que l'on a vis-à-vis de soi-même, dogmatique. Le laïc ne l'est jamais, parce que le laïc, sous la forme du dialogue, lors même qu'il va se forger une conviction, va avoir à l'égard de sa conviction une certaine distance et une certaine interrogation. Il est celui qui ne prétend jamais posséder la vérité. C'est la plus grande arme démocratique. Ce qui fait sombrer les démocraties, c'est qu'il y a des gens qui, à un moment, pensent posséder tout seuls la vérité. Oui. Donc l'État, et on a besoin de lui, c'est ce qui va vous permettre de forger votre propre liberté. C'est la plus grande difficulté, Michelet l'avait vu d'ailleurs, de l'éducation, et nous l'avons encore devant nous, d'une éducation républicaine, c'est qu'il faut éduquer à la liberté. On ne peut pas y contraindre, on ne peut pas y forcer. S'il n'y a pas ça, c'est toute l'organisation politique de la République qui s'effondre, parce qu'elle repose toujours sur la liberté de chacun. Ces combats flamboyants de la maturité de Jaurès l'installent comme l'un des plus grands orateurs de son temps. À la tribune de la Chambre, autant que dans les préaux et dans les meetings de plein air, son éloquence, portée par une voix sonore, se nourrit de celle des anciens grecs et latins. Elle s'organise avec une ampleur qui, devant les auditoires populaires, sait n'être jamais condescendante, qui rejette la démagogie et ne renonce jamais à viser haut.
Au prestige de l'orateur, Jaurès ne cesse jamais de joindre celui du journaliste. Ces articles innombrables sont le fruit d'un labeur qui nous paraît rétrospectivement gigantesque. La pédagogie démocratique ne va pas pour lui sans l'écriture qu'il apporte. En 1904, Jaurès parvient à concrétiser un rêve, celui d'un quotidien qu'il dirige personnellement et où les diverses familles du socialisme français se trouveront généreusement accueillies. Ainsi naît l'Humanité. Tous les courants politiques, idéologiques ont leur journal, et lui, il a besoin de son journal pour mener ses combats, pour fédérer les socialistes pour une part, pour faire le lien avec dans une deuxième phase avec le mouvement syndical, puisque au début on appelle l'Humanité le journal des agrégés, des 17 agrégés, et peu à peu il se rend compte qu'il faut discuter avec le courant syndical, dont la CGT, qui n'est évidemment pas celle d'aujourd'hui, et il ouvre le journal à la CGT. Comment s'est organisée à l'origine cette relation entre le monde des intellectuels, c'est un mot nouveau qu'on employait depuis l'affaire Dreyfus, et d'autre part tous les militants du mouvement ouvrier? Est-ce que le journal a représenté cette synthèse-là, et si oui, comment? Les ouvriers à qui il devait s'adresser au début, ne le lisaient pas trop. Ils préféraient les grands journaux populaires, plus faciles. Oui, ce qui, pour une part, se comprend. Et donc, ils ont fait tous effort d'écriture et ils ont fait effort d'élargissement. Mais le fait qu'on l'ait appelé le journal des agrégés à l'époque est quand même quelque chose d'extrêmement beau. Comment Jaurès a réussi à lancer un journal? Ça a coûté déjà de l'argent. Comment est-ce que ça s'est passé? Comment a-t-il assuré, s'il est parvenu, l'indépendance de son journal, de l'Humanité, par rapport à ce qu'à d'autres époques on appelait les puissances d'argent? Il a dit dès son premier éditorial qu'il y avait une répartition des parts de manière égale entre celles et ceux qui travaillaient au journal, qui le fondaient avec lui et son conseil d'administration. Et d'un côté, il y avait effectivement les parts qui appartenaient, c'était très moderne, à ceux qui collaboraient au journal, voilà. Et puis il y avait d'autre part des apports extérieurs. Il ne se vend pas aux puissances d'argent, loin de là, mais il est obligé de faire des prêts et d'aller chercher de l'argent à l'extérieur, sans quoi il ne peut pas tenir. À droite, on parle des Rothschild. Oui. C'était vrai ? Je pense. Je pense qu'il a fait un voyage en Allemagne et il a trouvé, à la faveur de son combat, au moment de l'affaire Dreyfus, il a trouvé des gens qui, parce qu'il avait mené ce combat, ont dit que ça valait le coup de soutenir cet homme, le combat de cet homme et de ce journal. Écrire librement comporte des dangers. En décembre 1904, Paul Déroulède, chantre du nationalisme outrancier, jette ce cri de haine à Jaurès à propos d'un simple entrefilet paru dans son journal « Je vous tiens, monsieur, pour le plus odieux pervertisseur de conscience qui ait jamais fait en France le jeu de l'étranger. » Jaurès, à bout de patience, lui envoie ses témoins. Ses camarades trouvent absurde qu'ils se battent en duel et prennent un tel risque. J'ai pris le temps de la réflexion. Je ne pouvais plus. Depuis quelque temps, je les sens tous là, prêts à m'insulter dans ma femme ou dans ma fille. Je reçois des lettres d'ordure, je sens grimper les limaces. Je me sens couvrir de crachats. Je veux arrêter cela par un geste ridicule, mais nécessaire. Je ne veux pas qu'on se croie tout permis, qu'on me mette dans la rue le bonnet d'âne.
le procès-verbal informe que 2 balles ont été échangées sans résultat. Jaurès se réjouit de la naissance en 1905 du Parti socialiste unifié, section française de l'Internationale ouvrière, la SFIO. À ses yeux, l'unité des socialistes est un but, autant qu'un moyen. C'est le message d'ailleurs qu'il va porter de juillet à octobre 1911 en Amérique latine, au Brésil, en Uruguay, en Argentine. Il ne s'agit pas seulement de s'assurer des cachets généreux destinés à renflouer l'humanité. S'adressant en français à de vastes auditoires, Jaurès peut mesurer que sa notoriété et son prestige sont devenus universels et qu'ils sont à même de servir le rayonnement de la France autant que la solidarité internationale du mouvement ouvrier. Il fait 3 grandes conférences qui sont très très suivies sur des sujets de fond et on se rend compte, quand on les lit aujourd'hui, c'est d'une modernité incroyable. Il parlait de la question de l'immigration, déjà à cette époque. Qu'est-ce qu'il en disait? Mais il dit des choses que dit aujourd'hui le mouvement progressiste, c'est-à-dire que l'immigration telle qu'elle est organisée aujourd'hui par les employeurs, certains disent le patronat, vise bien souvent à peser sur les salaires ouvriers ou prolétaires, qu'il disait à l'époque, du pays dans lequel ils arrivent. D'où le risque de xénophobie parmi une partie voilà, de la classe ouvrière. il posait ces questions, il appelait, lui, à l'unité, à l'alliance, en disant, il employait le mot « nous sommes prolétaires, son frère », etc. Je crois que dans certains textes de Jaurès sur la notion d'humanité qui reste à construire, il y a une sorte peut-être de prémonition. À l'époque, lui imagine que cette communauté va se constituer à partir de l'union des travailleurs. Les droits sociaux. Les droits sociaux. Alors les droits sociaux, c'est une histoire étrange parce que, en fait, il avait en partie raison, Jaurès. En quoi? Le traité de Versailles va instituer l'Organisation internationale du travail. Le Bureau international du travail. Et le Bureau international du travail, c'est la première organisation internationale et elle est très ambitieuse puisque le texte du traité de Versailles pose un certain nombre de principes avec un principe numéro 1 qui mérite d'être appelé de temps en temps, le travail n'est pas une marchandise. Donc c'était bien parti. Et finalement, il a quand même eu tort. En quoi? Parce qu'à l'heure actuelle, les droits sociaux ne sont pas en tête du mouvement d'internationalisation, c'est le contraire. Ce qui a pris le pas, c'est l'Organisation mondiale du commerce. Elle a été créée beaucoup plus tard, c'est une des dernières à avoir été créée, 1994, mais elle a tout de suite été créée avec un système juridictionnel qui permet de juger les États qui ne respectent pas les principes du commerce, la liberté du commerce, qui autorise des sanctions. Donc on a un système qui est clairement supranational, alors que l'OIT n'a pas de juridiction pour faire appliquer ces principes. L'internationalisation des travailleurs s'est fait doubler par celle des multinationales. Les entreprises multinationales sont maintenant extrêmement puissantes, plus puissantes que les syndicats, plus puissantes aussi que certains États. Donc ça, c'est ce qui n'était pas prévu. Si l'humanité est accueillante à tous les socialistes, c'est que Jaurès est décidément obsédé par cette unité de son parti. Seulement 2 tendances s'opposent, 2 catégories de militants, 2 familles d'esprit, la réforme ou la révolution. Jules Guesde, l'autre leader majeur, est un marxiste efficace et sommaire qui refuse le gradualisme dans les réformes parce qu'à ses yeux, toute amélioration partielle du sort des prolétaires risquerait d'affaiblir leur énergie de révolter et la chance d'un grand soir où le capitalisme serait d'un seul coup renversé. Il voit dans la bourgeoisie un ennemi uni et irréductible, alors que Jaurès, qui discerne en elle une puissance anarchique et diffuse, souhaite s'allier avec sa frange réformiste. En 1899, il a d'ailleurs approuvé, contre beaucoup de ses amis, l'entrée d'un socialiste au gouvernement pour y soutenir des lois de progrès social. Il y a un Jaurès contrarié. Voilà, alors expliquez-nous ça. Jaurès
veut faire l'unité des socialistes, qui sont éparpillés en plein de familles. Mais au moment où il fait ça, il va concéder un peu à la tendance dite guédiste, marxiste, matérialiste. Donc il est là, non plus le pur intellectuel Jaurès, non plus Jaurès lui-même, mais Jaurès, le chef de parti qui cherche à rassembler. Et donc il fait des compromis. Tout le XXe siècle socialiste va être dominé par ce compromis jaurétien, dont on peut considérer, et en tout cas c'est ma lecture aujourd'hui, qu'il n'a pas nécessairement fait du bien à la gauche française. Expliquez-nous ça. Mais parce que nous sommes dans le divorce des actes et des discours. Et s'il y a une interprétation si matérialiste, si anti-individualiste, si étatiste, et une telle domination de la pensée marxiste sur la pensée française, Jaurès parlait avant du socialisme français, avant 1905, c'est précisément parce qu'il y a ce moment où Jaurès concède pour obtenir l'unité du parti un certain nombre d'éléments de doctrine à Jules Guesde. Quelle est la conviction de Jaurès à l'époque ? C'est qu'il a le temps pour lui, c'est le même optimisme que celui de Clémenceau, c'est que sa supériorité intellectuelle est telle que ce moment tactique de 1905 va être dépassé par l'histoire. Et c'est vrai qu'il commençait à le dépasser, mais il a été assassiné. Et donc, d'une certaine façon, ce processus s'interrompt. Et donc, quand on étudie Jaurès, il est à la fois une formidable ressource positive et actuelle pour penser des éléments comme la morale laïque, l'individualisme républicain, la dimension spirituelle d'une vie en société et d'un lien social, évidemment aussi la justice, mais il doit nous faire réfléchir aussi sur le prix des compromis en politique. Car d'une certaine façon, ce très grand intellectuel qui, à un moment, pour des raisons, je dirais, de contingence historique, fait l'unité des socialistes, paye lui-même très cher ce compromis, la rupture avec beaucoup de ses amis de la revue socialiste à l'époque. Il y a beaucoup de socialistes français issus de cette tradition qu'on évoquait tout à l'heure qui vont prendre leur distance avec Jaurès à ce moment-là. Et quand on lit l'histoire du socialisme, on voit que ce divorce entre deux théories socialistes et deux attitudes dont Jaurès essaye de faire la synthèse, on va les retrouver à tout moment de l'histoire de la gauche. Ce qui explique que le Parti socialiste, qui a eu parfois des pratiques opportunistes au pouvoir, a toujours tenu des discours très marxistes de lutte des classes. Et donc un écart formidable, dont nos concitoyens ont d'ailleurs parfois souffert, entre les discours et les pratiques. Ces querelles rebondissent lors de tous les congrès de l'Internationale socialiste, à Amsterdam, à Bruxelles, à Stuttgart, à Londres, et les chocs de personnes se mêlent aux controverses doctrinales. Les deux familles du socialisme, celle qui tient pour l'absolu de la révolution et celle qui, sans en abandonner le rêve, accepte des concessions au réel et le pas à pas du progrès social, continuent longtemps d'être antagonistes. Jaurès, quelques concessions qu'il ait dû faire aux tenants du tout ou rien, ne renonce pas à un syncrétisme au service de ce qu'il appelle le beau soleil de l'unité. Alors si vous prolongez Jaurès, sa ligne, son influence, et que vous arrivez à Lénine, vous avez l'impression d'une continuité ou d'une rupture? Ils sont à l'international tous les deux, mais Lénine n'est pas d'accord avec Jaurès. D'ailleurs, il dit aux délégués socialistes français, à les tendances guédistes des délégués socialistes français, méfiez-vous de cet homme. Mais quel argument emploie-t-il? Il n'emploie aucun argument politique ou idéologique. Il leur dit, il est trop brillant. Bien plus tard, lorsqu'en 1924, le gouvernement du cartel des gauches fait transférer les cendres de Jaurès depuis Albi jusqu'au Panthéon, le rêve d'unité a volé en éclats, balayé par une guerre mondiale et par la révolution bolchevique. Deux cortèges hostiles accompagnent Jaurès, l'un communiste, l'autre socialiste et radical. Les mineurs de Carmaux, sourds aux querelles et fidèles à Jaurès, poussent l'immense pavois roulant qui porte sa dépouille.
Quand les socialistes disent que vous avez fait capturer la mémoire de Jaurès, vous avez fait un acte de... Vous êtes saisi au profit du Parti communiste et qu'il appartient autant aux socialistes, qu'est-ce que vous dites? Au moment où il le disait, le Parti communiste n'était pas très jaurétien. Le Parti communiste, il était plutôt dans une voie de bolchevisation. Donc, tous les deux, l'un et l'autre, ont tordu un petit peu la réalité. Moi, ce que je souhaiterais, c'est qu'à la fois les socialistes soient jaurétiens et que les communistes aussi soient jaurétiens. Le redeviennent, ils le sont plus qu'ils ne l'ont été. Je pense depuis les années 75-76, je pense que les communistes sont jaurétiens au sens de la démarche, au sens de la manière de penser la transformation sociale. On n'est plus au grand soir, on n'est plus à la dictature du prolétariat. À l'automne de 1912, tandis que les Balkans s'enfièvrent à nouveau et menacent à court terme d'enflammer toute l'Europe, le bureau de l'Internationale socialiste convoque à Bâle un congrès extraordinaire. Un seul point est à l'ordre du jour, la paix à sauver. Dans la cathédrale, Jaurès prononce le plus célèbre de ses discours. J'appelle les vivants pour qu'ils se défendent contre le monstre qui apparaît à l'horizon. Je pleure sur les morts innombrables couchés là-bas vers l'Orient et dont la puanteur arrive jusqu'à nous comme un remords. Je briserai les foudres de la guerre qui menacent dans les nuées. Oui, j'ai entendu cette parole d'espérance, mais cela ne suffit pas à empêcher la guerre. Il faudra toute l'action concordante du prolétariat mondial. Et Jaurès incite ses camarades à jurer, en se séparant, de sauver la paix et la civilisation. Donc, on continue d'évoquer, en cas de conflit imminent, une grève générale et internationale du prolétariat. Mais déjà, les observateurs et les acteurs les plus lucides discernent que de chaque côté du Rhin, les traditions, les tempéraments, les doctrines se dessinent comme trop divergentes pour que cette éventualité soit probable. En France, un projet de loi prévoit, dans la perspective de la guerre possible et pour éviter un déficit des effectifs, de porter le service militaire de 2 à 3 ans. Jaurès s'engage, au Parlement et dans le pays, dans une campagne méthodique contre les 3 ans. La loi des 3 ans copie dans son mécanisme de caserne le militarisme allemand. Notre projet est d'accroître la puissance défensive de la France. Le devoir est de développer les garanties d'avenir qui conviennent à un grand peuple par l'éducation de la jeunesse, par l'organisation des réserves, par l'armement du peuple sur place. Le 25 mai 1913, le Parti socialiste organise une vaste manifestation contre la loi au Pré-Saint-Gervais. Jaurès y parle devant près de 100 000 personnes et son discours est resté fameux. Je demande à tous ceux qui prennent au sérieux la vie, qu'allez-vous faire de vos 20 ans? On vous dit, c'est le refrain d'aujourd'hui, allez à l'action. Mais qu'est-ce donc que l'action sans la pensée? C'est la brutalité et l'inertie. On vous dit, écartez-vous de ce parti de la paix qui débilite les courages. Et nous disons qu'aujourd'hui, l'affirmation de la paix est le plus grand des combats. Dans le même temps, se déchaînent contre lui des déferlements de haine dont on peine aujourd'hui à prendre la mesure. On le traite de tambour-major de la capitulation, d'agent du parti allemand et de traître par essence. Et pas seulement à l'extrême droite, où dans les colonnes de l'Action française, Léon Daudet appelle sans détour à tuer Jaurès. Mais chez Charles Péguy lui-même, qui, bien loin des fraternités dreyfusardes de jadis, tient ce propos effrayant, dès la déclaration de guerre, la première chose que nous ferons sera de fusiller Jaurès. Nous ne laisserons pas derrière nous ces traîtres pour nous poignarder dans le dos. Cerné par tant d'imprécations, Jean Jaurès écrit, en juillet 1913, «
Si j'ai eu parfois la tentation de mesurer ma valeur propre et les services qu'en une vie de dévouement et de combat j'ai pu rendre à mon parti et à la République, si j'avais la tentation de les mesurer à la violence des haines permanentes que j'inspire, alors je commettrais sans doute le péché d'orgueil. Le meurtrier du 31 juillet 1914, Raoul Villain, n'aura plus qu'à conclure « J'ai abattu le porte-drapeau, le grand traître de l'époque de la loi de 3 ans, la grande gueule qui couvrait tous les appels de l'Alsace-Lorraine, je l'ai puni. » La fin de l'histoire de ce crime est stupéfiante. Villain demeure en prison pendant toute la guerre et il est par là protégé du risque militaire, alors que Louis Jaurès, fils unique, est mort au feu. L'assassin est jugé en mars 1919 dans une atmosphère de patriotisme dévoyé et il est acquitté par un jury populaire. La veuve de Jaurès, chose inouïe, est condamnée à régler les frais de justice. Des manifestations spontanées ont lieu. Anatole France écrit dans l'Humanité « Un verdict monstrueux proclame que cet assassinat n'est pas un crime. Travailleurs, veillez. Ce verdict vous met hors la loi, vous et tous ceux qui défendent votre cause. » Ironie de l'histoire, Villain, au terme d'une pauvre vie d'errance, meurt en 1936, au début de la guerre civile d'Espagne, à Ibiza, fusillé par les Républicains, sans qu'on sache à coup sûr si ceux-ci l'avaient identifié. Faut-il donc faire de Jean Jaurès et de ce qu'il nous laisse un privilège de la gauche, ou bien plutôt un héritage pour tous? On aura peut-être le goût de suivre Léon Blum, qui, plus que nul autre, voulut s'en inspirer et lui être fidèle, et qui disait « Nous le gardons pour nous, et tout en le gardant, nous le remettons à la nation et à l'histoire. »